Bonjour Laure, Bonjour. Salut. on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur un nouvel épisode de La Parole aux Audacieux. Donc toi, tu es Laure Sauger, tu es la fondatrice de Comme un diadème. On expliquera un peu après ce que c'est plus tard, mais c'est en gros une entreprise une marque française de volumateurs capillaires. Donc comme il y en a sûrement qui ne savent pas ce que c'est, on en parlera. Et nous, en fait, on a souhaité vraiment t'inviter et c'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui parce que pour nous, tu incarnes vraiment le message qu'on souhaite passer parce que enfin, tu es vraiment une personne à nos yeux qui est audacieuse. Donc, pour teaser un petit peu, t'étais dans le salariat, tu as lancé ton entreprise qui a, je pense qu'on peut le dire, des ambitions internationales. Ouais, on peut le dire. Alors que tu es maman de trois enfants qui Ouais, sont encore assez jeunes, ouais, que tu as couplé ça en même temps qu'un déménagement, ouais. que c'est tombé en plein dans le Covid. Enfin bref, tu as lancé une entreprise toute seule et j'ai suivi ça depuis un moment et je trouve ça assez incroyable. Donc, nous, ça nous a apporté beaucoup de t'avoir sur cette chaîne et voilà, on est honorés. Et ce que je... Bah, merci, c'est gentil. Merci pour votre intérêt, ça fait vraiment plaisir. Merci, moi aussi, je suis honorée d'être invitée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on se connaît, parce que je suis allée remonter dans les conversations, ça date de septembre 2019. Et j'expliquerai un petit peu la petite histoire de Ouais, comment... je savais pas que ça faisait aussi longtemps, tu Et vois. si, et si, tu te rends compte. Depuis Et en fait, 2019, ah ouais, ouais, donc depuis tu été une septembre des 2019. premières à Mm. avoir suivi, en fait, hein, parce qu'il y en a Ouais. beaucoup qui m'ont rejoint aussi après. Et ça, c'est par l'intermédiaire de ta chaîne YouTube, qui à l'époque s'appelait Fussy Sophie et qui a été rebaptisée depuis comme un diadème. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est une chaîne YouTube qui aujourd'hui compte plus de 400 vidéos et j'ai écrit plus de 28 000 abonnés. Ouais. Donc, elle a pris pas mal d'ampleur ces dernières années. Et ça, voilà, cette petite histoire de notre rencontre, je la raconterai aussi ensuite. Et d'abord, en fait, ce que je souhaitais, c'était que tu reviennes un petit peu sur ton parcours et notamment sur ta première vie professionnelle, tes études et tout, parce que c'est ça qui est assez incroyable avec toi, c'est que tu as fait un tournant de vie assez Un magistral. virage. Voilà, un virage Un 360. un virage non contrôlé. Alors, moi, je vais remonter au lycée. Quand j'étais au lycée, je voulais devenir prof de bio parce que j'avais une prof de biologie qui m'a passionnée pour la biologie. Donc, pour vous dire, j'ai eu 20 au bac. C'est pas pour me la péter, mais c'est pour dire que j'avais vraiment une passion pour ce cours de biologie que je la trouvais géniale, cette prof. Et du coup, très naturellement, je me suis inscrite en licence de biologie. Et en fait, bon là, sur le coup, ça me plaisait un peu moins parce qu'on étudiait un peu la sexualité des sapins. En première année, on faisait des trucs un peu bizarres, mais je pense que c'est une manière qu'ils ont un peu de sélectionner, de mettre les matières les plus reloues dès la première année. Beaucoup de physique-chimie, beaucoup de maths, beaucoup de choses comme ça. Ensuite, en licence, je me suis orientée vers la biologie, biochimie. Parce que là, déjà, j'étais plus sûre de vouloir être prof. Et si je voulais être prof, je voulais plutôt être prof à l'université. Donc, donner cours à l'université en tant qu'enseignant-chercheur. C'est à ce moment-là plutôt ce que j'avais en tête, même si j'étais pas sûre d'aller jusqu'au doctorat après le master. Enfin, voilà, chaque chose en son temps, on avance Mm. et on voit. Donc, j'ai fait de la biologie, biochimie. J'ai vraiment adoré ça. Et ensuite, quand je suis arrivée en master, je ne savais pas si il allait falloir que je trouve du travail après le master 2 ou si plutôt je m'orienterais vers une thèse. Donc, toujours dans cette option, je me suis dit, je vais prendre une matière qui m'intéresse. Donc, c'était la microbiologie. Donc, c'est l'étude de tout ce qui est. Moi, j'ai eu un master qui s'appelait IMVI à l'université Paris 7. C'était infectiologie, donc microbiologie, virologie, immunologie. Donc, je suis spécialisée en viro, microbio, mais surtout en bactériologie, du coup, l'étude des bactéries. C'est là-dedans que j'ai fait ma spécialité. Et en fait, quand je suis arrivée en master 2, là, je devais choisir entre le master pro pour intégrer les entreprises et le master recherche pour faire plutôt une carrière dans la recherche. Et là, je rêvais d'Institut Pasteur à ce moment-là. Pour moi, c'était vraiment
Le prestige aussi, je pense que j'étais un peu attirée par ça. Le côté chercheur, j'avais beaucoup d'admiration vers les chercheurs, en fait. Je me souviens d'ailleurs que quand j'étais au collège, lycée, quand je voyais Indiana Jones, moi, ce qui me faisait rêver chez lui, c'était le côté enseignant à l'université, qui fait des recherches. J'avais un côté comme ça, en fait. J'étais fascinée par le côté faire des recherches, professeur, tout ça. Et donc, je me suis orientée vers le master recherche. Je vais vous faire vraiment toute l'histoire, hein. Ouais, c'est Je super parle bien. beaucoup. Vous allez vous faire prendre à votre propre temps. Et donc, j'ai fait mon master de recherche à l'Institut Pasteur en microbiologie sur une bactérie qui s'appelait Clostridium, qui s'appelle toujours Clostridium difficile. Donc, c'est une bactérie qui crée des diarrhées nosocomiales chez les personnes âgées. Donc, c'est en gros dans les hôpitaux, il y a beaucoup de maladies nosocomiales qu'on attrape comme ça parce qu'on arrive à l'hôpital pour une autre raison. Et en fait, les personnes âgées, quand elles prennent de l'antibiothérapie pour X ou Y raison, ça perturbe énormément la flore intestinale, qui est protectrice. Et en fait, s'il y a des spores, donc c'est des formes infectieuses de la bactérie dans l'environnement à ce moment-là, ce qui est souvent le cas à l'hôpital malheureusement, elle s'infecte, ça produit des toxines et en fait là, elle se retrouve à avoir des diarrhées. Et en fait, c'est très très compliqué après de les soigner par antibiothérapie. Il y en a beaucoup qui s'en sortent pas. Et donc, D'accord. j'ai fait mon master là-dessus. Et après, j'ai vu que mon master recherche m'a plu, bah, j'ai continué vers une thèse de doctorat, du coup, toujours à l'Institut Pasteur, avec ma directrice de thèse, Isabelle Martin-Verstraete, si elle me regarde. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup plu, cette expérience. Euh, donc, fallait publier des articles à comité de lecture, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ouais, cette expérience de la recherche et en même temps, j'ai fait de l'enseignement parce que je faisais du monitorat en fait, ça s'appelle comme ça en thèse, c'est-à-dire qu'on peut enseigner à l'université. Et en fait, ça m'a beaucoup plu, mais en même temps, je me suis vite rendu compte que pour avoir un poste stable en recherche, ça allait être très compliqué. Il fallait enchaîner après la thèse, les CDD, pendant des années, idéalement, il fallait aller aux États-Unis, il fallait faire des contrats à l'étranger pour espérer avoir un jour un poste en France, pas très bien payé. Au final, après des années de précarité, tout ça sans forcément avoir d'enfant, parce que sur un CDD de 2 ans, avoir un enfant en recherche, c'est même pas la peine, c'est hyper mal perçu. Donc, moi, je voyais ça, je me disais, mais mince, tout ça pour à la fin peut-être être payé en plus de 1 000 euros. J'aimais bien la recherche, mais j'étais peut-être pas au final passionnée tant que ça. J'aimais ça, j'aimais mon travail, mais pas au point de sacrifier ma vie personnelle, en fait. Et en plus, c'est un travail où vraiment il fallait beaucoup de présentéisme. Si on peut venir les week-ends, les jours fériés, tout ça, c'était très bien vu. Et, euh, Ouais, du plus de limite, quoi. Ah ouais, non, il n'y avait pas de limite. Enfin, moi, je me rappelle que les gens de ma promo, c'était à ce qui se vantait le plus d'être venus les jours fériés, les vacances, de quitter le soir à 21h. Enfin, même si moi, j'ai essayé de pas trop rentrer dans ce jeu-là parce que voilà, je voulais conserver une vie à peu près normale, mais c'est vrai que dans la recherche, c'est très comme ça. Et donc, du coup, à la sortie de la thèse, je me suis dit que j'allais plutôt m'orienter vers le secteur privé. Comme ça, je me suis dit, voilà, j'aurais peut-être un CDI plus rapidement, pour une vie stable plus rapidement. Moi, j'étais avec mon mari déjà depuis plusieurs années, j'avais pas envie d'enchaîner 10 ans de CDD, quoi. Et donc, j'ai trouvé un CDI dans un poste dans les biotech. Ça s'est très bien passé, jusqu'à ce que je tombe enceinte et je me suis fait virer pendant le congé mat. Voilà, ça s'est fait. Donc ça a été un gros gros choc pour moi, un énorme choc parce que jusqu'à présent je donnais tout à mon travail en fait. Pour moi ma carrière, je pense que j'étais quelqu'un d'assez carriériste en fait. Pas carriériste dans le sens négatif du terme, genre prête à tout écraser et tout, mais c'est vrai que faire plaisir à mes employeurs, faire plaisir à mon chef, qu'on soit satisfait de moi, c'était la priorité numéro 1 dans ma vie. Et en fait, bah, après j'ai eu un bébé, donc c'est vrai que ça recentre aussi. Et surtout, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais sacrifié pour cette boîte-là, ben, ils m'avaient remercié en me virant. Et ça fout une claque Mm. violente, mais ça remet les idées en place en même temps.
Parce que d'un seul coup, on se rend compte aussi que c'est bien de tout donner, de tout sacrifier, de vouloir toujours faire plaisir, mais en fait, le moment où on a besoin d'une pause pour avoir un bébé, une pause de 2 mois, hein, là, ça va pas et on n'hésite pas à nous dégager. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, je me suis retrouvée au chômage. Parce que j'ai accepté. Du coup, ils m'ont proposé une rupture conventionnelle, mais c'était une sorte de pression psychologique, en fait. Moi, je pouvais pas y retourner. Ils m'avaient dit qu'ils voulaient plus me voir, en fait. Donc, je n'avais pas envie d'y retourner. C'était plus possible. Ils voulaient pas que je revienne, mais moi, du coup, non plus, en fait. Et en fait, ils m'ont fait, au final, le meilleur cadeau qu'ils auraient pu me faire. Parce que je me suis retrouvée au chômage. Je me suis rendu compte que ma plus grande peur dans la vie, c'était de me retrouver sans travail, sans argent, sans, sans travail, sans CDI. Et là, je me retrouvais avec un bébé, avec mon mari aussi, mais au chômage. Je me suis rendu compte que c'était pas si dramatique que ça, en fait. Et j'ai profité de cette période de chômage, vu que je m'ennuyais un petit peu. C'est pas que je m'ennuyais avec mon bébé, parce que, au contraire, elle me prenait beaucoup de temps, mais j'avais besoin d'un projet. J'ai lancé ma chaîne YouTube, Fussy Sophie, sur ma fille Sophie, sur la maternité. Ça, c'était en 2018 ou un peu avant? 2017. Juin, 2017, d'accord. juin 2017, ma fille allait avoir 8-9 mois, quoi. Je me suis dit, allez, ça faisait des années que je regardais à l'époque les youtubeuses beauté, je trouvais ça trop bien. Je regardais des youtubeuses sur la maternité. Je me suis dit, mais je vais faire pareil. Et pour une fois dans ma vie, j'avais le temps. Parce qu'avant, avec les postes que j'avais pas le temps de juste faire des projets qui m'intéressent, une chaîne YouTube qui... Et j'avais aucune envie de professionnaliser ça. Mais Mm. vraiment, c'était... C'était un passe-temps, quoi, finalement, une ouais, envie de c'était partager vraiment ton un... quotidien. Ouais. Il n'y avait aucune, même petite envie de professionnaliser ça parce que j'avais conscience, dans ma tête, c'était même pas possible. Il y avait déjà des youtubeuses qui avaient 50 000, 100 000, 300 000, 1 million d'abonnés. Donc, moi, je pensais pas du tout à ça. Et en fait, en parallèle, je recherchais du travail. Et à ce moment-là, j'ai sérieusement pensé quitter la recherche parce que j'avais été un peu dégoûtée de ce monde où on doit faire 12 heures par jour, etc. Et on se fait même pas pardonner d'avoir un jour un bébé, quoi. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, la recherche, c'est fini. Mais vu que je suis quelqu'un de très paradoxal, je continue quand même à postuler dans des boîtes de recherche parce que j'ai tellement peur de ne pas retrouver ou quoi. Et là, je suis prise dans une boîte de biotech et on me propose, alors que j'avais pas du tout postulé pour ça, moi j'avais postulé pour un poste de chercheur, on me propose un poste de direction R&D parce que la femme que j'allais remplacer se retrouve à avoir des jumeaux et elle veut absolument quelqu'un pour la remplacer rapidement. Et à la base, elle m'avait contacté pour un poste de chercheur quelques mois avant, mais ça s'était pas encore ouvert et tout. Et là, d'un seul coup, elle me dit, tu vas reprendre ma place. Donc du coup, je me dis, bah, je peux pas refuser. À ce moment-là, je prends une énorme augmentation, je double mon salaire et tout. En plus, c'était une boîte concurrente de la première, donc j'étais hyper Ça contente, leur faisait sachant l'effet. il y avait que 2 boîtes sur ce créneau-là. Et là, Parfait, je quoi. suis allée rejoindre la boîte concurrente pour un poste de direction. Je trouvais que ça envoyait un beau message. Et donc, c'était sur le coup un CDD de 10 mois, et puis ensuite, ils m'ont prise en CDI. Et pendant ce temps-là, je continuais ma chaîne YouTube. Et ce poste m'a énormément plu. J'ai vraiment aidé et adoré ce que j'y ai fait. C'était hyper intéressant. Puis j'étais bien payée et tout. Donc franchement, c'était très très bien. Par contre, c'était voilà, c'était des horaires de cadre, etc. Et je continuais mes petites vidéos. Et j'ai eu, donc, après ma fille, j'ai eu une grosse chute de cheveux parce que j'ai une alopécie androgénétique. Et c'est vrai qu'après mon premier enfant, ça a commencé à vraiment se voir. Et là, ça se voit pas parce que j'ai un complément capillaire, mais je commençais à être vraiment clairsemée et ça se voyait sur les photos. Ça a commencé à se voir sur les vidéos YouTube. Moi, je mettais de la poudre densifiante, mais au lieu d'en mettre un peu juste sur le dessus, je me retrouvais à en mettre sur les côtés. Là, je me vidais un pot à chaque fois. Et surtout, j'ai eu un déclic, c'est quand une de mes collègues de travail commençait à regarder le dessus de mon crâne. Et là, je me suis dit, bon, je crois qu'il est temps de passer au volumateur capillaire, mais c'était une étape très douloureuse pour moi parce que à l'époque, sur les réseaux, personne n'en parlait. Est-ce que juste tu peux expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que l'alopécie androgénétique? L'alopécie androgénétique, en gros, c'est la calvitie, que ce soit chez les hommes ou chez la femme. Seulement chez la femme, bon, on le sait,
c'est dans des cas d'alopécie androgénétique, les femmes, elles deviennent rarement complètement chauves. Souvent, elles sont clairsemées. Ça touche environ 20% des femmes après l'âge de 40 ans. Donc, c'est, je pense, à peu près la même proportion que les hommes. C'est juste que chez les femmes, ça se voit moins parce qu'on a quand même des hormones qui nous protègent un peu tout ça. Mais le résultat, c'est qu'on peut se retrouver assez clairsemé comme ce que vous voyez là, et ça peut devenir psychologiquement un peu compliqué, assez inesthétique avec le temps. Et ça dépend aussi le degré de perte de cheveux. Mais moi, mon père, il a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans. Donc, je pense que j'avais un bon terrain génétique. Et c'est vrai que dès 30 ans, après mon premier enfant, ça a commencé à devenir compliqué. Et donc, j'ai surpris des regards au travail. J'ai vu que, en plus, j'ai su depuis qu'ils en avaient parlé par derrière, qu'ils se demandaient ce que j'avais. Laure, elle perd ses cheveux, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a? Enfin bref, ça devenait un sujet pour les gens. C'est finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie ou pas? Ou c'est Je une pense que c'est pathologie? considéré comme une maladie, parce que bah, il y a des traitements médicamenteux, comme le minoxidil, etc. Mais moi, je vois pas ça comme une maladie. Après, c'est chacun sa perception, mais un homme qui est chauve, on dit pas qu'il est malade. Ouais. Je sais pas, quelqu'un qui a pas de poils sur les bras, parce que c'est sa pilosité qui est comme ça, on va pas dire qu'il est malade. Donc pour moi, une femme qui est clairsemée, moi je suis en excellente santé. Je me considère pas comme une femme malade. Parce que maladie, c'est-à-dire que je suis malade. Moi, pour moi, je suis pas malade. J'ai un trait physiologique qui fait qu'esthétiquement, c'est pas beau. Si demain j'avais des énormes sourcils et que c'est, je sais pas, admettons, c'est pas très bien vu, bah, je me considérerais pas malade. Oui, Et oui, ben bien pour sûr. moi, c'est pareil. C'est un homme chauve n'est pas malade, une femme qui se clairsème est pas malade. Mais après, je vois aussi qu'il y a des femmes, et j'étais la première à le vivre hyper mal. Psychologiquement, c'est très, 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 très compliqué. Ça altère la qualité de vie, ça altère l'estime de soi. C'est quelque chose de très, très compliqué à gérer. Donc, on ne peut pas non plus dire c'est rien. Voilà. Mm. Mais au- je pense que c'est considéré officiellement comme une maladie. Enfin, je veux dire, c'est traité, il y a des traitements. Donc, s'il y a des traitements, c'est une maladie. Mais moi, je ne le vois pas comme une maladie, en fait. Je le vois comme avec un trait esthétique qui pose problème chez les femmes qui ont envie d'être dans les standards qu'on demande de la société. Et c'est quand même le cas de la plupart des femmes qui ont envie juste de se sentir, entre guillemets, Mm. classique et pas attirer l'attention sur une perte de cheveux. Effectivement, c'est vrai que dans notre société, la chevelure féminine est considérée comme un atout, un critère de beauté presque. Et, Ah oui, mais carrément, non seulement un critère donc, de beauté, mais même un critère de santé. mm, En fait, Mm. une femme qui perd ses cheveux à mon niveau comme moi a l'air en mauvaise santé, en fait. Et moi, je sais que quand je porte un volumateur, enfin, c'est plutôt quand j'en porte pas, on me rajoute 10 ans. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais 30 ans, je faisais des lives sur YouTube, on me disait toujours, je pensais que tu avais 40 ans. Non, j'ai pas 40 ans, c'est juste que j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc, c'est un critère de santé. Enfin, c'est vu, enfin, c'est pas que c'est un critère, mais ça envoie un signal de santé et de mm. beauté et de féminité. Et c'est sûr bah, que quand on n'a pas ça et qu'au contraire on est clairsemé, ça suscite l'interrogation des gens. Et ça, faut être prêt à l'assumer et on n'a pas forcément envie. Et ouais, c'est un sujet qui est très tabou et sur lequel on peut se sentir très seul. Et donc, bah, pour le coup, pour introduire un petit peu le virage de ta chaîne YouTube, je vais parler un petit peu de mon histoire. Parce que moi, si je suis tombée sur ta chaîne finalement, c'est bah, pour raconter un petit peu, c'est suite à une journée au travail où j'ai une collègue qui est venue me voir parce qu'il y avait forcément les spots au-dessus de la tête. Enfin, tu connais hein, le truc qui me met en valeur et qui m'a dit, comme ça, hein, j'ai le même problème que toi. Et alors, Je me dis, comment tu l'as? ah, quel problème et tout. Non, j'avais quand même un peu conscience bah, en fait, ça faisait aussi plusieurs années que j'avais les cheveux qui se clairsemaient et que j'avais eu un parcours, comme souvent, avec l'alopécie, des rendez-vous chez le dermato, le minoxidil qu'on met sur la tête pour éviter la chute des cheveux, etc., où les résultats peuvent exister, mais ça permet jamais de regagner une densité. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre conscience, c'est que dans nos cas de l'alopécie androgénétique, c'est une perte progressive des cheveux et qu'on est quelque part dans l'obligation d'accepter. Je ne sais pas si ça vient de Oui, dire que c'est ça, mais irrémédiable, parce c'est que c'est irrémédiable. comme la vieillesse, pareil. Voilà.
Et donc, suite à ça, elle me dit, je mets de la poudre densifiante. Alors moi, je débarquais complètement dans ce monde-là. Je savais même pas ce que c'était. Je pense que, à part le minoxidil, j'avais rien fait de plus finalement pour. Je pense que j'avais peut-être pas encore mesuré à quel point ça commençait à être visible. Parce que du coup, je faisais rien pour le cacher. Je ne m'attachais même pas les cheveux, hein, parce que moi, j'ai tendance à avoir les cheveux tout le temps libérés. Donc, bon. Et donc, dans le bus pour le retour, je m'en souviens très bien. Donc, du coup, c'était forcément en septembre 2019, comme j'ai retrouvé nos premiers échanges. J'ai tapé poudre densifiante sur Google et là, je suis tombée sur ta vidéo. Comment tu l'avais appelée Alopécie, mon cauchemar, ma solution, quelque chose comme ça. Je la vois plus dans mes notes, mais bref. Et du coup, ce soir-là, donc je rentre. À l'époque, on habitait à Paris avec Sébastien. Et ce soir-là, on se tape toutes tes vidéos YouTube sur le sujet. Et dans la foulée, Sébastien me dit, mais écris-lui. Et je t'ai envoyé un message en te disant d'ailleurs, je me souviens que je t'avais dit, on a regardé ensemble avec mon conjoint toutes tes vidéos. Et ça avait dû me faire rire. Je pense que j'ai Et des. Je ça sais pas t'avait si fait je l'ai rire. relevé, mais je sais que des fois j'ai des femmes qui. Alors souvent j'ai des femmes qui me disent j'ai tout regardé tout le week-end et ça me touche énormément franchement parce que bah, je me dis ah, ça veut dire que vraiment elles ont bien aimé les vidéos parce que pensant d'enchaîner beaucoup comme ça. Et ouais, je sais qu'il y en a qui, qui regardent dans le coup. Et en fait, ça me fait plaisir parce que je me rends compte de l'importance aussi qu'en fait ces vidéos-là, elles peuvent avoir sur le coup Mm. parce que on regarde pas 10 vidéos d'une personne juste comme ça, c'est que ça répond à des questions et ça redonne dans ma tête sur le coup de l'importance à ce que je fais parce que moi je fais une vidéo par-ci, une vidéo par-là, une vidéo Mm. par-ci et après elles existent et moi je les oublie et en fait quand on me dit d'un coup ouais moi j'ai tout regardé, ça me fait plaisir parce que je me dis ah c'est cool, c'est-à-dire que le travail que je fournis il a un intérêt pour certaines personnes. Et donc, pour ma part, je suis vraiment, par l'intermédiaire de ta chaîne, rentrée dans un monde dont j'ignorais complètement l'existence. Parce que, alors, les perruques, je savais que ça existait. Les volumateurs, j'en avais aucune idée. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. Et, C'est quoi la et différence? aussi, oui, bah, la différence, ouais, bah, tu peux peut-être expliquer la différence entre une La perruque et un différence, en fait, volumateur. un volumateur, c'est une pièce de cheveux qui se clip sur les cheveux. Donc, par exemple, là, c'est mes cheveux et le clip est là. Une perruque, ça englobe toute la tête. Donc, en fait, le volumateur, il se mélange avec nos propres cheveux. Là, c'est les miens. Mm. Et du coup, bah, c'est très peu connu ce système par les gens. Les gens, généralement, connaissent les perruques, mais pas les volumateurs capillaires. C'est juste que c'est une prothèse partielle plutôt qu'être totale, en fait. Mm. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que ouais, j'ai découvert un monde où finalement, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce que, bah, et tu donnais les chiffres tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par la chute de cheveux, et notamment par l'alopécie, ce qui n'est pas la seule des pathologies qui existent hein, pour la chute de cheveux. Et, euh, et ce que je voulais dire aussi sur ça, c'est que bah, toi, la manière dont tu abordes le sujet, c'est un côté, enfin en tout cas sur ta chaîne YouTube et dans toute la manière dont tu abordes le sujet, c'est un côté enfin, vraiment qui brise les tabous et qui est très aussi, enfin tu abordes ça avec légèreté, avec humour, ça dédramatise quoi. On peut en rire avec toi de ce sujet-là, ce qui est Bah, pas forcément évident au départ. moi, j'avais pas envie de faire une chaîne larmoyante et Mhm. pour toutes déprimer ensemble. Déjà parce que je suis pas comme ça. Moi, je suis pas déprimée à cause de mon alopécie, même si évidemment ça me rend pas heureuse d'être clairsemée. Je préférerais avoir des cheveux, mais le but c'est plutôt de se dire on a des solutions, on avance. Et moi, j'ai démarré ma chaîne, enfin la thématique sur l'alopécie au moment où j'avais trouvé ma solution. Donc c'est pour ça aussi que j'étais hyper, enfin dans la vidéo Mon cauchemar, ma solution, j'étais comme une folle parce que après 10 ans de souffrance, j'avais ma solution. Et donc toute l'année qu'il y a eu derrière, il y a eu un énorme enthousiasme de ma part parce que enfin je retrouvais des cheveux, je me sentais belle, tout ça, tout ça. Et en plus ensuite, il y a eu tellement de femmes qui m'ont contactée. Enfin ces vidéos-là, elles ont fait plus de 600 000 vues. Encore aujourd'hui, on me contacte suite à ces vidéos que je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, alors que ce qui fait souffrir dans ces moments-là aussi, c'est quand on pense qu'on est Mhm. seul et isolé. Alors Mm. qu'en fait, quand on se rend compte que tous les jours, on a une dizaine de jeunes femmes de 30 ans qui nous écrivent pour nous dire qu'elles vivent la même chose, bah, on se dit, bon, bah, finalement, ce Mm. que j'ai, c'est pas si exceptionnel que ça. Et on a des solutions, on avance ensemble, en fait.
c'est vrai qu'on se rend pas trop compte, et que au final, on se retrouve vachement seul, comme disait Manon et comme tu disais, et qu'en fait, il y a plein de monde, mais personne n'en parle et personne ne le Mm. dit. Ce qui fait que du coup, tu as vraiment l'impression d'être seul. Et au final, après, maintenant, quand on commence à connaître un peu le milieu, etc., on peut se rendre compte que même dans la rue, on croise des gens, on se dit qu'en fait, ah, en fait, il y en a plein, mais en fait, elles le montrent pas du tout, elles en parlent pas du tout. Donc c'est vrai que maintenant, avec le regard différent, on se dit, ah ouais, en fait, il y Oui, a du bah, monde. forcément, quand on est touché, on va aller regarder beaucoup, on va aller focaliser un peu notre attention sur le crâne des autres. Ouais, mais maintenant que tu sais que ça existe aussi, tu vois, tu dis, ah ouais, en fait, il y a du Et monde, c'est vrai que mais. je pense que quand tu n'es pas touché par ce sujet-là, tu portes beaucoup moins Ouais. attention bah, aux cheveux des autres femmes. Enfin, je pense, hein. Oui, En tout cas, oui, je moi sais je que moi, sais. j'ai un radar, quoi. Mais moi aussi, j'ai un radar et des femmes atteintes d'alopécie quand j'étais à Paris, que ce soit à mon travail ou quand je prenais le métro, mais j'en voyais tout le temps. Et en fait, mais même là, si je vais aux caisses des supermarchés et tout, des femmes atteintes d'alopécie, j'en vois tout le temps en fait. Mais quand on n'est pas touché, on remarque pas parce qu'en fait, les femmes, elles font en sorte de camoufler ou alors juste elles mettent pas en avant leur chevelure, elles s'attachent les cheveux. Il y a que quand on connaît vraiment la personne au quotidien, donc les collègues de travail, les proches, les amis, tout ça, qui peuvent au bout d'un moment remarquer parce qu'à force de nous côtoyer, ils vont remarquer qu'on est un peu clairsemé. Mais c'est vrai que moi, quand je parle de l'alopécie à des gens, bah souvent ils me disent, ah, je sais pas, ouais, j'ai jamais rencontré de femmes qui ont ça. Je dis, bah si, si. Et je suis sûre que dans vos amis, dans votre famille et dans vos collègues, moi, je vous en trouve trois, quatre en fait. Mais en fait, ouais, les gens se rendent pas compte parce ils font pas gaffe en fait, tout simplement. Moi, j'avais une question par rapport à ton mari, du coup, ton conjoint. Comment la discussion elle est venue? Comment vous êtes amené justement, à en parler? Enfin, voilà, comment ça s'est passé? Parce que je pense que c'est quelque chose que d'autres femmes peuvent peut-être avoir du mal à discuter ou même à rencontrer quelqu'un à devoir annoncer qu'elles ont des Ouais. problèmes par rapport à ça. Comment ça, toi, tu as vécu ça? Et quel a été le soutien un peu de ton Alors, partenaire par rapport à ça, etc. mon mari, qui était avant mon conjoint, on s'est marié il y a pas très longtemps, mais je l'ai rencontré à 18 ans. À une époque, j'avais 10 kilos de moins, j'avais plein de cheveux, donc il a rencontré d'autres personnes. Et bref, je l'ai rencontré à 18 ans, j'avais encore des cheveux, même si mon alopécie, elle a été diagnostiquée quand j'avais 20 ans, donc ça commençait un peu, mais au final, c'était pas visible, ça a commencé à devenir visible vers 30 ans. Donc en fait, à ce moment-là, ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble, je doutais pas de la relation, de tout ça. Il savait que j'avais une alopécie puisqu'il me voyait mettre du minoxidil. Il y a une époque où je l'amenais chez lui quand j'allais le voir le week-end. Bon, après, j'ai arrêté parce que j'étais plus du tout sérieuse dans la posologie, mais il savait que j'avais une alopécie. Après, je lui en parlais jamais. Je lui disais pas, j'en souffre, je suis pas bien, je suis complexée parce que je suis trop pudique pour ça. La fille qui a fait 400 vidéos sur sa chaîne, mais vraiment, j'étais trop pudique pour en parler à mes proches. Et pour dire juste, ça me fait mal parce que bah, qu'est-ce qu'ils vont dire les proches? Mais non, c'est rien, ça se voit pas. Et en fait, même si ça se voit, ou que ça se voit pas, ou que ça se voit, en fait, quelque part, personne pouvait me rassurer, en fait. Donc, en fait, il savait que j'avais ce problème-là parce que j'en avais déjà parlé. Il savait quand même que je pense que c'était un complexe parce qu'on se met pas du minoxidil tous les jours sur la tête si c'est pas un complexe. Mais il n'y avait pas d'autres conversations à ce sujet parce que pour moi, c'était un sujet tabou en fait. Mais même auprès de ma famille, j'en parlais à personne. Même mes amis, mes meilleurs amis ne savaient pas que j'avais ça. Alors que tu avais Personne. déjà la chaîne à ce moment-là? T'en avais déjà parlé sur ta chaîne ou c'était avant ça? Alors, bah non, parce que en fait, justement, j'ai commencé à en parler sur ma chaîne au moment où je suis passée au volumateur. Et vu que mes amis suivaient ma chaîne, erreur fatale à ne pas commettre, quand on veut aborder un sujet, parce que des fois on est prêt à aborder un sujet comme ça avec des inconnus, mais pas auprès de Mm, ses proches. mm. C'est paradoxal. Et en fait, au moment où je me suis dit, bah, je vais annoncer sur ma chaîne que je porte un volumateur capillaire, parce que du coup, c'était un prix assez élevé, etc. Donc j'avais lancé un partenariat auprès d'une marque. Et je pensais pas qu'ils allaient me dire oui, moi. Je me suis dit, on tente et tout, ils vont jamais me répondre. Et là, ils me disent, ouais, on est partant. Et là, je me dis, oula, on a un problème, il va falloir faire une vidéo où tu vas parler de ton alopécie. Sauf que moi, j'avais une chaîne tellement petite à l'époque. Il y avait à peine 1000, 1500 abonnés que la moindre vidéo n'était vue que par 5 personnes ou 30 ou même 100 personnes. Mais c'est quoi sur toute la France, en fait? Mes proches, enfin, mes collègues, tout ça, personne ne serait tombé dessus. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, ils l'ont découvert que récemment Mm. mes collègues. Pendant 5 ans, personne n'a su, malgré que j'avais une chaîne de 15 000 ou 20 000 abonnés. Et en fait,
Mince, je sais plus où je voulais en venir. Quand il a été question de l'annoncer sur ma chaîne, moi, mes amis suivaient ma chaîne. Donc là, je me suis dit, ça se fait pas de leur annoncer ça sur YouTube. Et en même temps, je leur devais rien. Mais sur le coup, moi, j'avais l'impression de dévoiler une bombe. Donc je me suis dit, bah, faut que je leur dise avant. Mm. Et je me rappelle que ma meilleure amie, quand je lui ai dit, j'avais les larmes aux yeux, tellement j'avais honte de lui dire. Je lui ai dit, voilà, bah, je vais faire une vidéo. J'essayais d'avoir l'air détachée, mais je disais, ouais, je vais faire une vidéo parce qu'en fait, je perds mes cheveux et je vais passer au volumateur capillaire. J'essayais d'avoir l'air détachée, mais j'étais pas du tout. J'avais les larmes aux yeux, en fait. Et en fait, bah, après, j'ai fait ces vidéos-là et elles ont, pour le coup, cartonné par rapport à mes vidéos habituelles. Elles ont fait des milliers de vues. J'ai vu un boom sur ma chaîne parce que c'est un sujet qui n'était abordé par personne. Mm. Personne ne parlait de ça sur YouTube. Ça n'existait pas. C'était même pas un sujet. Alors que des femmes qui emportaient des compléments, ça existait, mais personne n'était prêt à montrer son alopécie, à enlever son volumateur et dire voilà, moi j'ai 30 ans, voilà ce que je porte. Et ça, ouais, ça, c'est ça qui, moi, m'a toujours bluffé chez toi. Et je me suis dit, mais quel courage. Ouais, comment ça se fait que toi, t'as osé le Alors, faire? comment ça se fait que... Alors, je vais déjà répondre à la question que je me rends Oui. compte que j'ai éludée tout à l'heure sur le conjoint. Du coup, quand je suis passée au volumateur capillaire, je lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, je vais passer au volumateur capillaire parce que je complexe. Et il m'a dit, bah, si tu en ressens le besoin, je sentais qu'il n'était pas hyper chaud, mais il s'est dit, bon, elle est dans son délire et tout. Il n'y a pas eu plus de conversation. Ma mère, elle, l'a extrêmement mal pris, je le raconte souvent. Ouais, c'était de la négo, parce qu'il fallait que je me fasse valider par ma mère aussi. C'était pathologique. Et donc, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai osé? J'avoue que le premier truc, c'est que quand j'ai lancé la demande de partenariat, le produit coûtait 1 550 € et je me suis dit, si je peux l'avoir gratuitement, Mm. la première motivation, pour être honnête, c'était ça. Mais je me disais pas qu'ils allaient me répondre. En fait, c'est bizarre, on lance un truc, mais on se dit de toute façon, ils vont jamais répondre. Ouais. Mais comme ça, on aura osé, et voilà. Et quand ils m'ont dit oui, là, je me suis dit vraiment, j'ai un problème face à moi. Mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, ma chaîne, personne la regarde. Quand on a une petite chaîne qui démarre et qu'on a, moi à l'époque, j'avais 1 500 abonnés, ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, 1 500 abonnés, les vidéos, elles vont faire 100 vues. 100 vues réparties dans la France, c'était personne en fait, c'était des gens que je connaissais pas. Donc je me suis dit, allez, tu vas avoir ton volumateur gratuit, tu vas le faire. Et en fait, bah, comment j'ai osé? Bah, j'étais toute seule dans ma pièce à me filmer en fait. J'en ai pas parlé à mon voisin, j'en ai pas parlé à mes collègues le savaient pas. J'ai dû en parler à mes amis qui suivaient ma chaîne du coup. Mais c'est tout. Et donc là, quand je lance la vidéo, alors là, surprise, la vidéo fait genre 500 000 vues en 2 semaines. Et là, je me dis, ah, ça n'était pas prévu. Mais du coup, après, c'est devenu une thématique que j'ai assumée complètement parce que j'ai vu le bien que ça apportait. Et je me suis positionnée en représentante des chauves sur YouTube, enfin, des clairsemés. Et du coup, j'ai pris un autre positionnement et aujourd'hui, maintenant, j'assume complètement le sujet, quoi. Est-ce que quelque part, ça t'a aidé à assumer le sujet finalement? Bah carrément, oui, ça a été comme une psychothérapie gratuite. Parce qu'en fait, au début, on en parle, donc déjà rien que d'en parler, ça fait du bien. Après, il y a tous les échanges, tous les commentaires. Moi aussi, j'ai si. Alors bon, dans les commentaires, il y a aussi tu Oui, devrais il prendre y a ton des pépites. chignon, ouais, ou tu devrais te faire des lavements anal. Franchement, la vidéo, j'ai tout eu. En commentaire, j'ai tout eu. Mais oui, ça m'a aidé parce que déjà pendant 3 4 mois, je me souviens, je recevais tous les jours des mails, mais tous les jours, j'avais presque plus le temps de répondre tellement je recevais de femmes qui étaient dans la même situation que moi. Il y en a même que j'ai appelé, je suis restée 3 heures au téléphone avec elles et tout. Donc, je me suis retrouvée à être face à plein de femmes qui avaient le même problème que moi. Donc ça, déjà, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. En plus, je venais de trouver ma solution. J'étais hyper heureuse parce que je retrouvais des cheveux. Donc, il y avait pour moi plus de raison d'être triste. Et surtout, j'avais un sujet sur ma chaîne qui boostait ma chaîne aussi. Et moi, ma chaîne, ça faisait 1 an que je faisais des vidéos sur la maternité que personne regardait. Et là, d'un seul coup, bah, il y a une vidéo qui buzz. Ça peut arriver sur n'importe quel sujet, mais il y a une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Et d'un seul coup, les abonnés ont monté. J'ai pris 5000 abonnés en 2 semaines. Et pour moi, c'était énorme, en fait, à l'époque. D'ailleurs,
cette vidéo-là, parce qu'il y en a plusieurs sur mais il y en a une, elle m'a rapporté au moins 10 000 abonnés parce que c'était un sujet qui n'avait été jamais touché, en fait, jamais traité. Donc, en fait, moi, j'ai vu après que ça intéressait, donc ça m'a motivée aussi. Et puis après, progressivement, c'est devenu mon sujet, comment dire, j'avais plus du tout honte de ce que j'étais, en fait. Au contraire, j'étais devenue presque un porte-drapeau. Ça fait très prétentieux, mais je vous le dis comment je l'ai vécu. Un porte-parole plutôt, quelqu'un qui prend la parole de toutes ces femmes qui osent pas. Et c'est une fierté, ça, pour moi, en fait. Parce que moi, à l'époque, j'aurais voulu trouver ça. Et il n'y avait pas, ça m'aurait fait du bien. Et donc, j'ai créé les vidéos que j'aurais voulu voir. Du coup, c'est quoi la suite après, après tout ça? Ouais, justement, c'est que là, on est fin 2019, en gros. Alors, au moment où moi, je te rencontre. Non, non, on n'est pas en 2019. Toi, tu as vu la vidéo en 2019, mais ces vidéos-là, elles sont en 2018. D'accord, Elles ouais. ont pesé en 2018. Et donc là, les vidéos sur l'alopécie, les 2-3 premières vidéos que je fais commencent à buzzer. Et là, je me dis, il y a quand même un sujet. Et il va falloir que je fasse des vidéos sur comment poser un volumateur et tout. Je voyais que c'était des vidéos qui plaisaient. Donc, on est fin 2018. Moi, à ce moment-là, je suis toujours sur mon poste. Donc, je continue en parallèle de mon travail. Donc, c'est le week-end pendant la sieste de ma fille. Concrètement, ça se passait comme ça. Tous les samedis, pendant la sieste de ma fille, je faisais 1 ou 2 vidéos YouTube. Souvent, j'en faisais qu'une d'ailleurs. J'étais passée de 3 vidéos à 1 quand j'ai repris le travail, mais exclusivement sur l'alopécie, les volumateurs, comment on place un volumateur, comment on choisit un volumateur. Vraiment, j'ai Comment on en suivi la parle à son thématique. entourage, ouais, c'est sur tous les angles, ouais. Mais en plus, c'était vraiment des vrais sujets pour moi. Comment on en parle à l'entourage, comment réagissent les collègues, comment on fait pour s'attacher les cheveux. C'était toutes les questions que je me posais au quotidien et qu'on me posait par mail. Boum, j'avais un sujet, je faisais Une une vidéo. aussi, ouais. Comment porter le volumateur en public pour la première fois, les astuces, ça c'est pas mal aussi. Donc, il y en a une que j'avais retenue, c'est attendre un retour de vacances. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu le retour de vacances. Et ça, c'est un bon truc parce qu'ils nous ont un peu oubliés, tout ça. On revient, on a une coupe différente. Et en fait, moi, à ce moment-là, je continue les vidéos et en parallèle, je continue mon partenariat avec la marque en question. Et en fait, au début, ils m'avaient conseillé un produit qui n'était pas bien du tout pour moi. Et ça, je m'en rendais pas compte. Donc moi, ils ont reçu des centaines de clientes grâce à moi parce que moi, je mettais en avant la marque. Je disais, allez-y, j'étais contente et tout. Sauf qu'ils m'avaient proposé un produit avec une toute petite base qui me faisait un survolume sur la tête, qui était bien trop blond, qui était hyper cher pour ce que c'était à l'époque du monotop avec base qui fait survolume. Mais moi, naïvement, je connaissais rien, donc je porte le truc. En fait, au travail, derrière, ça s'écartait. Moi, j'ai reçu des photos où derrière, ça faisait rideau. Alors, j'ai eu de la chance, personne n'a jamais rien vu, parce que les gens ne sont pas attentifs, mais franchement, c'était une calamité. C'était horrible, quoi. Et en fait, quand ils commencent à voir l'impact de mes vidéos, ils me disent concrètement, le produit que tu portes, il n'est pas bien, il faut qu'on te donne un produit haut de gamme, parce que la vendeuse me dit, moi, je t'aurais jamais conseillé ça. Et en fait, là, je me dis, c'est abusé quand même, parce que moi, quand j'y suis allée en tant que cliente lambda. Donc, on m'a conseillé ça. Donc, en plus, c'était pas ma couleur, mais moi, j'ai pris ça. Et c'est après que je les ai contactés en demandant un partenariat. Et en fait, quand ils voient que mes vidéos fonctionnent, ils se disent, ah merde, on peut pas la laisser porter ça parce que, en fait, c'est vrai que même en vidéo, des fois, c'était pas terrible parce qu'on voyait la différence de couleur, on voyait un peu, quelqu'un qui était attentif et qui connaissait les volumateurs voyait que c'était pas un produit très haut de gamme. Et du coup, ils me disent, écoute, on va te proposer un beau modèle pour un partenariat, etc. Comme ça, t'en parleras. Donc, moi, excitée par l'idée d'avoir des cheveux, je dis, OK. Je voulais tester quoi, ce qu'ils avaient de meilleur. Et donc là, c'était un produit en silk top, toujours très petite base, puisque c'était du 15 x 15 à l'époque. Là, par exemple, j'ai du 23 x 23 par rapport à mon alopécie. Donc, voilà. Et en fait, le produit top, silk top, meilleure imitation du cuir chevelu, des cheveux magnifiques et tout. Et donc, je fais le partenariat et je leur demande le prix quand même du produit. Ils me disent c'est 5 500. Et là, je me dis, OK. Alors déjà, j'avoue, gênée de présenter en vidéo un produit dont le prix était à 5 500. Ça a été une vraie problématique sur ma chaîne parce que je me suis dit, mais comment ça va être perçu? Et en même temps, moi, ce produit, je le voulais quelque part et c'est ce produit qui m'allait bien.
Et en même temps, je me disais, mais quand tu vas devoir le payer toi, tu vas faire comment, en fait? Et donc, moi, je réfléchissais à tout ça en même temps. J'ai fait le partenariat, j'ai parlé, tout ça. Et dans ma tête, je me disais, là, on a un vrai problème parce que les prix, ça devient délirant. Et pendant ce temps-là, il y avait des filles qui m'écrivaient, qui me disaient, ouais, Laure, cette marque-là, elle fait super cher. Il y a des marques aux US, en Australie, qui font des produits moins chers et tout. Arrête d'aller là-bas et tout. Des filles qui connaissaient un peu. Et là, je me dis, de quoi elle me parle? Donc, je commence à me renseigner et tout. Je me rends compte qu'à travers le monde, il existe des jeunes femmes qui lancent des marques, qui ont des marques, en fait, avec des produits. Bah, je vois que c'était du Silk Top, je vois que c'était le même type de base, mais plus large, et surtout des cheveux longs, magnifiques et tout. À l'époque, c'était autour de 1 000 $ ou même moins, parce que les prix ont considérablement augmenté depuis, avec le Covid et tout, mais c'était autour de 800 $. Et je me dis, mais pourquoi nous, c'est 5 500 en fait? Alors je me disais, bah, le prochain, je le commande aux US. C'est dans ma tête, Question de monopole, du coup, qui pouvait Et expliquer ces prix-là. pour moi, monopole, surtout tabou. Un tabou. Parce qu'il n'y avait pas vraiment un monopole, il y avait plusieurs marques, mais soit il y avait des marques qui proposaient vraiment des produits bas de gamme et qui en proposent toujours aujourd'hui, je ne vais pas les citer, mais vraiment des produits, tu vas dans le salon de coiffure, ils t'en proposent deux, tu as le choix entre un roux, un blond, pas qualité de cheveux et tout, parce que c'est des gens qui s'en foutent. Ils portent pas eux les produits, donc proposer un produit avec une piètre qualité, le rendu sur la cliente, ils s'en foutent parce ils savent pas ce que c'est que de porter un produit pourri pendant un an. Moi, je l'ai vécu, donc je sais en fait. Soit c'est ouais, des marques qui s'intéressent pas, soit c'est des marques qui veulent faire du profit. Et surtout, c'était tellement tabou, vu que personne n'en parle, bah, on parle pas, on compare pas les prix, on compare pas les qualités de produits. On n'est surtout On en pas profite. informé sur qu'est-ce que c'est un volumateur de qualité. On n'a pas les infos. Il faut se remettre en 2018. Sur Internet, il n'y a rien, mais rien, rien, rien. Même pour moi, trouver les infos, c'est quoi un produit de qualité? C'était compliqué. Il a fallu que j'essaye ceux à 5 000. Il a fallu que j'essaye même des intermédiaires à 2005 dans les marques. Et vu que j'en ai essayé plein dans le cadre de ce partenariat, ça m'a permis aussi de savoir c'est quoi un bon produit, c'est quoi un mauvais produit. Mais ça, c'est grâce au partenariat quelque part. Parce que sinon, j'aurais pas pu en acheter 3 dans l'année, surtout avec un à 5 500. Donc, du coup, je me rends compte qu'il existe des marques et tout. Et là, je me dis, ouais, je commande aux US, mais ça me faisait peur parce qu'il y avait les frais de douane. Vous savez, quand on commande en dehors de l'Union européenne, il y a les frais de carte bancaire, il y a plein de frais un peu surprises, en fait. Et je me disais, ouais, si je me trompe. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, c'est trop dommage qu'on n'ait pas ça en France. Et je me le disais souvent, putain, mais c'est trop dommage parce que nous, on avait des sites qui existent aujourd'hui, je vais pas les citer, mais vraiment, tu vas sur le site, tu as envie de te pendre. C'était des sites, des sites avec des trucs. J'avais une copine qui disait des pigeons morts retournés. C'est genre, t'as des oiseaux morts retournés et des trucs un peu bouclés, frisés comme ça, là. Et tu dois choisir entre le roux, le truc et tout. Et tu te dis, mais là, c'est que des coupes à Ginette, en fait. Enfin, vraiment, c'était des trucs comme ça. Et moi, j'étais là, j'en ai commandé un sur un site comme ça. Je le reçois, je le mets, je me dis, ouais, ça va, j'essaye de m'auto-persuader. Je vais chercher mon père à l'aéroport, je me rappellerai toujours, il me regarde, je vois de la peur dans ses yeux. Il me fait, il ose pas me dire, et il me fait, t'as changé de volumateur? Je fais, ouais. Il me fait, ouais, il est pas terrible. Puis les gens, ils osent pas te dire, mais tu vois dans leurs yeux la frayeur. Alors, du coup, je l'ai renvoyé. Et je me suis dit, ouais, c'est trop dommage. Et un jour, je me rappellerai toujours le déclic de la boîte. J'étais dans la rue avec mon père et je lui dis, ouais, moi, j'ai jamais eu d'idée comme ça. J'avais même pas envie de lancer une boîte. Moi, j'étais dans le salariat. Vraiment, pour moi, ça, c'était pas pour moi. Et je dis, tu vois, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des entrepreneurs à la télé, ils ont toujours des idées de génie et tout. Et moi, j'ai jamais eu ça. Mais je dis, par contre, s'il y a bien un truc à faire en France que j'ai identifié, c'est ça. Et j'ai dit, si j'avais les couilles, je le ferais. Et je lui dis ça comme ça. Mais dans ma tête, là, on n'est pas au moment où on va le faire vraiment, mais l'idée commence à germer. Et en fait, après, progressivement, je me suis dit, ben, peut-être qu'il faut que je le fasse, en fait. Peut-être qu'il faut que je teste, peut-être qu'il faut que j'essaye. Et donc là, après, ça a duré un an. Un an à tester des fournisseurs, à recevoir des trucs pourris. C'était quand même aussi de l'investissement financier parce que je recevais des choses, je me faisais arnaquer, je recevais pas, je demandais un bon comme ça, je me retrouvais avec un roux ou avec un brun, je demandais une base 18 x 18, je me retrouvais avec un 15 x 15. Enfin voilà, franchement, voilà, c'est un vrai travail d'identifier de bons fournisseurs avec qui travailler. Et en fait, bah, après, au bout d'un moment, j'ai lancé ma marque.
Et il y a eu tout de suite, toutes les femmes qui me suivaient, j'avais déjà 10 000 abonnés sur YouTube, elles ont eu confiance, mais quasi tout de suite en fait. Alors peut-être pas toutes, hein, mais c'est vrai que j'ai lancé le jour du lancement, j'ai eu énormément de commandes parce qu'en fait, les filles, elles me suivaient depuis des années, elles avaient suivi le parcours et elles savaient que j'allais leur proposer vraiment ce que je considère être bien. Et moi, je suis hyper honorée vraiment de la confiance qu'elles m'accordent, euh, même depuis des années. Moi, je vois aussi avec le Covid, il y a les prix qui augmentent, c'est compliqué pour moi de voir au fur et à mesure des années. Et en fait, j'ai presque pas de réflexion parce qu'elles me font confiance. Et cette confiance, franchement, elle est précieuse pour moi parce que je me rends compte que vraiment, ce travail que j'ai fait avant, ça a quelque part un peu tissé un lien de confiance en tout cas. J'avais une question, moi, c'était, tu le disais très bien, toi, tu avais finalement, j'allais dire, la situation confortable du CDI bien payé, les enfants, tout ça. Enfin, bref, tout un tas de choses qui auraient pu faire que tu n'y ailles pas, que finalement, que tu restes dans ta situation classique, finalement, ton parcours, la suite de ton parcours, et que tu ne te lances pas dans ce projet. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, j'y vais? Quelque part, j'ai l'impression, alors c'est ma vision, hein, mais qu'il y avait vraiment ouais, comme une mission, un combat. Il y avait quelque chose là à réaliser qui était tellement important que ça a Alors, dépassé les freins que tu pouvais avoir ou les peurs que tu pouvais avoir. alors, faut savoir déjà que quand j'ai lancé ma boîte, j'avais aucune intention d'en vivre. Mais Mm. vraiment, je dis pas ça pour faire genre. Moi, je m'étais dit, oh, si je vends 2 volumateurs, ça me fera du beurre dans les épinards, ça me fera. Puis voilà, j'aimais bien, je suis passionnée par ces produits. Je me disais, il y a de l'abus en France, il y a un truc à faire, et c'est à moi de le faire aussi. Mm. C'est à moi de le faire parce que j'ai eu l'idée la première. Et en fait, progressivement sur les réseaux, je commençais à avoir des comptes Insta se lancer, des trucs comme ça, par-ci, par-là, qui, grâce à la communauté que j'avais créée, aspiraient un peu aussi une partie de cette communauté très rapidement. Et j'étais en train de me dire, mais Laure, tu as l'idée depuis 1 an. Tu travailles, parce que je commandais un truc, mais en fait, je commandais, j'avais l'idée de le faire, mais quelque part un peu je procrastinais en fait. Je remettais à plus tard parce que je travaillais, j'avais un poste à 40 heures par semaine, j'avais en plus ma fille, donc c'était compliqué aussi de lancer ça en parallèle. Euh, et en fait, ce qui a été le déclic, je l'ai déjà raconté un jour dans un épisode de podcast, mais vraiment, je vais le raconter là. Mais un jour, j'ai une fille au téléphone. J'ai une fille qui m'écrit, ouais, j'adore tes vidéos et tout, truc et tout. Est-ce qu'on peut s'appeler pour discuter? Et du coup, je l'appelle et on reste 4 heures au téléphone parce que super bon feeling, tout ça. Et à la fin, je commence à lui dire, ouais, j'ai vu qu'aux États-Unis, ils faisaient ci, en Australie, ils faisaient ça, les produits, à mon avis, on peut les trouver, on peut lancer. Enfin, je commence tellement à lui soumettre tous les éléments qu'elle me dit, ah, mais en fait, il faudrait trop faire ça en France. Mais je venais de lui soumettre l'idée sur un plateau. Et là, je me retrouve comme une conne et je lui dis, bah ouais, j'y avais pensé, mais c'est une fille qui avait pas d'Insta, rien. Je lui dis, bah ouais, justement, j'y avais pensé. Elle me fait, bah on peut le faire toutes les deux. Et là, comme une coach, je lui dis, bah ouais, trop bien. Enfin, c'est vraiment dans la folie de l'instant. Je lui dis, ouais, trop bien. Je m'entendais bien avec elle depuis plusieurs heures, alors que je la connaissais absolument pas. Et d'un seul coup, grâce à cette fille, je me sens presque capable. Parce que elle avait déjà une entreprise, elle me dit, on va appeler le registre des commerces et des sociétés. On commence à discuter d'un logo. Et presque, elle était moteur à ce moment-là. Et là, je me dis, ouais, ouais, ouais. Et je me dis, bah, c'est bien finalement, quelque part, j'osais pas le faire toute seule. Et en fait, bah, là, j'ai trouvé quelqu'un, on va le faire à deux. En plus, la fille, elle habitait à Lyon, elle habitait même pas à Paris. Donc, c'était vraiment la pire idée, quoi. Je raccroche et tout, j'avais passé une bonne journée, j'avais eu au téléphone et tout. Le soir, mon mari rentre et je lui dis, ouais, il y a une fille avec qui truc, peut-être je vais le faire avec elle. Il me fait, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Il me dit, mais c'est ton idée de boîte depuis. Enfin, t'y penses et tout. Qu'est-ce que tu vas t'associer avec une fille que tu connais pas, va te prendre la moitié du coup de ton chiffre? T'as pas besoin d'elle. Et là, dans ma tête, j'étais énervée contre lui parce que je me dis, ouais, il a rien compris. Franchement, elle était trop sympa. Et puis moi, j'ose pas le faire toute seule. Franchement, je me dis, il a rien compris. Elle était trop sympa. Et je me couche. Et là, il y a une angoisse dans ma tête où je me dis, ouais, en fait, il a raison. C'est que j'ai l'idée. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, enfin 1 an. J'ai l'idée, je peux le faire toute seule. Et en fait, c'est juste parce que j'ose pas. Et la première inconnue que je rencontre, je lui déballe tout mon projet. Résultat, elle veut qu'on le fasse ensemble et je lui dis oui. Et là, dans ma tête, je me dis,
mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je me suis engagée. Et puis moi, je suis vachement comme ça. Si je m'engage à un truc, c'est gravé dans le marbre. On n'avait rien signé ni rien, hein. C'était une coup de fil avec une inconnue. Et en fait, j'étais là, je me sens mal toute la nuit. Je me dis, ouais, c'est dommage et tout. Et en fait, 2, 3 jours après, on se rappelle et tout. Et je lui dis, bah, au fait, pour le projet, qu'est-ce que t'en penses? T'en as parlé, parce qu'elle voulait en parler à son mari. Elle me dit, ah, j'en ai parlé avec mon mari, il est pas chaud, truc et tout. Il est pas chaud, il pense que c'est, voilà, que ça marcherait pas et tout, sinon quelqu'un. Et là, je lui dis, ok, et dans ma tête, le ouf. Parce que je me dis, bon, je suis pas obligée de lui dire que moi, je vais le faire. Après, j'aurais pu. Mais sur le coup, j'avoue que je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas prévu de le faire toute seule. Vous voyez, parce que je la connaissais pas, cette fille-là. J'ai fait confiance à une fille comme ça, qui sortait de nulle part. Et en fait, d'un seul coup, je me suis dit, là, Laure, c'est ton projet depuis le début. Tu peux le faire toute seule et tu vas le faire toute seule. Et tu vas arrêter de raconter ta vie à tout le monde. Tu vas arrêter de trouver n'importe qui pour t'aider à faire un truc que tu peux faire seule. Et ça a été ça le déclic où je me suis dit, en fait, tu peux le faire, c'est juste que tu as peur, en fait. Et du coup, bah là, je me suis mis à fond sur le projet. Surtout qu'en plus, pour être complètement transparente avec vous, quelques semaines après, j'ai vu que la fille s'est créé un Instagram sur le sujet et qu'elle a commencé à poster avec des hashtags et tout, Airtopper, truc et tout. Et là, j'en parlais à une de mes copines et je lui dis, ouais, ça me stresse un peu, je la vois faire ça, c'est un peu bizarre. Moi, j'avais même pas d'Insta sur le sujet à ce moment-là, j'avais que ma chaîne. Et elle me dit, Laure, il n'y a personne qui se lance sur les réseaux à faire 10 hashtags par jour et 10 posts, enfin 10 posts par semaine sans intention derrière. Il y a une intention. C'est peut-être pas te piquer l'idée, c'est peut-être autre chose, mais il y a une intention. Et effectivement, elle avait une intention business derrière, mais qui était, je pense, pas celle-là. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est ton projet et tout. Et en fait, le déclic, il a été là, c'est que je me suis dit, j'ai ouvert une communauté sur YouTube, j'ai créé un truc. Je l'ai fait à un moment où personne n'osait le faire, où personne n'osait s'exposer. Il fallait le faire à l'époque. Enfin, quand il n'y avait personne pour le faire, c'est là qu'il fallait quelque part avoir le truc de le faire. Moi, je l'ai fait, j'ai l'idée, j'ai le potentiel de le faire. Et je vais me laisser piquer des idées par des filles qui arrivent derrière. Enfin, non. Et du coup, c'est presque aussi un peu par ego. Évidemment, il y avait une mission, mais c'est aussi, je me suis dit, mais t'as l'idée, il y a un marché, t'as un truc, t'as une voie là devant toi, t'as 1 an pour agir, c'est maintenant. Donc il y avait aussi une question d'ego, j'avoue, où je me suis dit, je vais pas me laisser piquer l'idée, alors que j'ai fait tout le travail sur YouTube avant. En plus, je l'avais fait complètement spontanément, de manière Bénévole, j'ai envie de te dire, presque, avec tous bénévole. les Non, mais parce échanges que que c'est tu ça, on avais. n'imagine pas. Ouais. Là, j'ai vu, vous avez 50 podcasts. Vous voyez ce que c'est le travail et Mm, l'investissement. mm, Moi, j'ai fait ça pendant 1 an, sans idée business. Et d'un seul coup, je vais me faire piquer ça par une fille qui arrive et qui sent le truc avant moi. J'ai dit non, non, c'est bon, on va se recadrer, on va faire les choses et on va le faire bien. Et surtout, moi, je savais aussi que tout ça, je l'avais fait dans ma tête bénévolement et je savais que j'avais aussi des bonnes intentions. Enfin, je savais que les filles qui allaient venir vers moi, j'allais bien les aider. Je sais l'éthique de travail que j'ai, en fait. Et je me suis dit, bah, il faut que je porte cette marque. Donc, ça a été ça le déclic, en fait. D'accord. Je vais relire un petit peu ce que je voulais te poser comme question à propos de ça. Ah bah oui, bah alors justement maintenant je voulais revenir sur le lancement et voilà tout le travail en amont, tous les. En fait, la question vraiment qui me vient, c'est quel challenge tu as rencontré en tant que quelqu'un qui ne connaissait rien à l'entrepreneuriat et qui s'est lancé là-dedans avec plein de bonne volonté, mais voilà, encore une fois, toute seule. Au moment du Covid, en plus, je pense. Bon, je ne sais pas si ça t'a servi ou pas servi, comme toi, c'est une entreprise en ligne. Peut-être que quelque part, Bah, ça c'était crée plutôt quand une même bonne chose. des Mais. challenges hein, au niveau Des livraisons, des je pense. livraisons. Ben oui, ouais. Parce qu'effectivement, j'ai lancé au moment du Covid, donc j'avais un compte Colissimo, la poste ne fonctionnait plus, les postes Mm. étaient toutes fermées, il a fallu que je passe par DHL. Mais en termes ouais, d'entrepreneuriat, les challenges, franchement, c'est les pires challenges de ma vie, mais vraiment à tous les niveaux. Je pense que j'ai coché un nombre d'erreurs mais c'est tous les jours, mais même encore actuellement. On n'imagine pas parce que je communique pas souvent là-dessus, parce que les clientes, quelque part, ça les regarde pas d'avoir tous mes problèmes derrière. Mais j'ai commencé par une auto-entreprise, sachant que c'était pas du tout le bon statut d'entreprise par rapport à ce que j'avais créé, parce qu'en fait, les produits coûtent cher, donc on a des charges importantes.
il ne faut pas prendre ce type de statut quand tu as des charges importantes parce que tu ne peux pas les déduire. Donc moi, j'ai fait ça pendant 6 mois sans rien déduire, en étant toujours ponctionnée à mort par l'URSSAF et compagnie. Donc ça, première erreur. Et surtout, ce que j'imaginais pas, c'est que j'allais dépasser les plafonds de TVA en 3 mois parce que c'est des produits qui coûtent 1 000 €. Donc évidemment, ça monte vite. Donc au bout de 3 mois, je me rends compte qu'il faut commencer toute seule à calculer la TVA, à la déduire et tout. Moi, j'avais pas de comptable à l'époque, j'étais auto-entrepreneur. Donc faut imaginer le bordel. J'avais même pas un compte pro. J'avais un compte à moi que j'avais ouvert, il y avait la moitié de mes dépenses. Un enfer. Un enfer. Après, je me rends compte très vite qu'il va falloir que j'ouvre plutôt une société parce que l'auto-entreprise n'était pas adaptée. Mais tout ça, ça se passe en 3 mois, avec les commandes et tout ça à faire en parallèle. Donc, et avec un bébé de 3 mois dans les bras. Là, Parce que c'était ton deuxième, c'est ça, à ce oui, moment-là? c'était mon deuxième, plus Covid, plus ma fille présente à la maison non-stop. Ma fille de 3 ans, mon fils était né le 1er décembre, j'ai lancé en mars. Donc, il avait 4 mois pour créer le site, pour tout lancer, les enfants à la maison, mon mari qui n'a pas le droit de sortir. Enfin, franchement, je pense qu'il y a beaucoup qui auraient pété un câble. Honnêtement, nerveusement, je ne sais pas comment j'ai tenu à l'époque, mais j'étais tenue par toute cette effervescence autour du projet, en fait. Vu que ça fonctionnait bien, j'étais tenue par ça. Donc après, il a fallu que je crée une société. J'ai pris un comptable qui m'a très très mal conseillé. C'était une calamité. Ce comptable, pendant 1 an, ça a été des problèmes. J'ai eu des problèmes avec les douanes à cause de lui. Enfin, franchement, en termes d'entrepreneuriat, je pense vraiment les gens ne se rendent pas compte de toutes les difficultés auxquelles on peut faire face. Mais aussi, je pense que c'est parce que j'ai pas su bien m'entourer au départ. Et savoir bien s'entourer, c'est primordial. Parce que j'ai pris un mauvais comptable qui faisait des erreurs comptables tout le temps, mais des grosses erreurs. Hein, par exemple, sur les 3 premiers mois, il m'avait pris en compte 0 remboursement. Sauf que moi, des remboursements, j'en reçois tous les jours. Là, les filles qui renvoient les produits. Donc, il faut imaginer, sur 3 mois, au bout de 3 mois, je me rends compte qu'il y a 0 remboursement qui ont été pris en compte. Donc, ça veut dire que j'ai des TVA qui ont été ponctionnés sur des produits, en fait, qui m'ont été retournés. Donc la TVA, je ne l'ai pas touchée puisque je l'ai remboursée à la cliente. Donc, enfin, que des catastrophes comme ça. Sur le plan informatique, je me suis aussi fait aider par un ami et tout, calamité. Pendant 1 an, j'ai eu des problèmes. Enfin, le mec, il a mis plus d'1 an et demi à me mettre en place Colissimo sur mon site. J'ai fait les étiquettes Colissimo à la main pendant 1 an. Enfin, vraiment, savoir bien se faire accompagner, c'est quelque chose. Après, moi, c'est des produits aussi que j'importe à l'international. Donc, il y a tout ce qui est lié aux lois par rapport à l'importation, la TVA à l'importation, etc. Sachant que c'est des lois qu'une fois que tu les as bien acquis et que tu as bien compris, bah, ils changent leur système. Donc, il faut tout réapprendre. Donc, ouais, en termes de difficultés à ce niveau-là, vraiment, à chaque fois, je me dis, c'est quand que ça va s'arrêter, en fait. Quels sont maintenant tes conseils que tu pourrais avoir justement pour bien s'entourer au début? Alors, les conseils, c'est de bien s'entourer, c'est-à-dire éviter l'ami d'un ami pour faire le site parce que c'est gratuit au début, mais après il vous assassine. Enfin voilà, essayer de bien s'entourer. Il y a des entreprises qui font ça. Moi maintenant, je passe par une agence et franchement, j'ai perdu énormément d'argent à cause de gens qui m'entouraient mal. Mais quand je dis énormément, c'est plus de 10 000 € hein, des fois. Enfin vraiment, j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc bien s'entourer. Si le comptable ça va pas, on s'en rend très vite compte. Pas hésiter à le changer en cours d'année ou dès l'année suivante, parce que moi je l'ai gardé 2 ans parce que pas le temps, parce que si, parce que ça. Non, faut changer en fait. Quitte à payer un peu plus cher des fois, c'est même pas la question du prix, mais moi j'ai un comptable maintenant, je le paye 30 € de plus, mais au moins il fait bien son taf en fait. Donc dès qu'il y a un problème, pas attendre, pas dire, ne pas se sentir légitime en fait. Donc ça, c'est les conseils que j'aurais. Ouais, c'est vraiment de prendre les bonnes personnes, essayer de se les faire recommander. Après, c'est pas évident. Moi, mon comptable, on me l'avait recommandé et au final, ça s'est mal passé. De toute façon, les erreurs, surtout quand on a une entreprise qui fonctionne beaucoup dès le début, bah forcément, on va en accumuler. Donc, faut aussi, pour moi, il faut avoir une certaine indulgence et se les pardonner aussi. Parce que des fois, on a mal géré ça, on a perdu de l'argent. Aussi, moi, une erreur que je fais beaucoup, que j'ai fait beaucoup la première année, c'est d'être parfois trop gentil, entre guillemets, avec des clientes qui abusent. Alors ça, c'est super compliqué, je trouve. La relation clientèle, ça peut être hyper compliqué, mais je mettais 0 règle. Et en fait, je me faisais pas respecter.
Exemple, Black Friday, c'est telle date à telle date. Moi, j'avais des filles jusqu'en janvier qui me demandaient le code Black Friday. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Et en fait, il faut se respecter en tant que commerçant ou qu'entrepreneur. Et donc, s'il y a des prix, c'est les prix. On les discute pas parce que c'est le cousin de la machine de ci, de ça. C'est une boutique en ligne, donc il y a telle règle, on la respecte. Et ça, pour moi, ça a été aussi très compliqué. Parce que je me sentais pas toujours légitime, parce que je me disais qu'est-ce qu'on va penser? On va penser que je suis pas sympa, on va penser que je suis pas gentille. Et résultat, j'acceptais tout. Et c'est pas bien parce qu'après, on n'est pas respecté. Mm. Donc, c'est ça pour moi les difficultés les plus importantes. D'accord. Et je voulais revenir aussi sur ton quotidien, Mm. parce que tu es vraiment une productrice. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses, quoi, parce que tu as ton podcast, donc Fake Air Real Me, tu as ta chaîne YouTube, tu as les réseaux sociaux, tu as toute l'entreprise à gérer. Donc, c'est énorme, en vrai, une entreprise à gérer, avec, comme tu disais, pendant Les un an, problèmes c'était administratifs. les problèmes administratifs, compta, les échanges avec les clients, tout. Alors, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est vachement important aussi avec ton entreprise, c'est que toi, il y a un accompagnement avant achat et après achat aussi. Donc, ça Mm. fait énormément d'échanges avec les clients et tout ça. Enfin, je veux dire, on a tous 24 heures dans une journée. Et Comment trois tu enfants fais? aussi. Oui, voilà, c'est ça. Comment tu fais? Comment t'as tenu jusque-là? Je pense que vous imaginez pas le nombre de journées de glandes que j'ai parfois. Genre là, ça fait 3 semaines que je fais pas grand-chose, hein. Il n'y a Ah pas eu de bah vidéo alors, ouais, dessus, il n'y a pas eu de podcast, il n'y a rien eu, et j'ai envie de me fouetter pour ça. Donc je pense que j'alterne entre des périodes de grande productivité, c'est vrai, et des périodes de grand relâchement. Comment je fais? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos YouTube, il y en a énormément qui ont été lancées avant que je lance ma marque. Mm. Donc, il y a un travail qui a été fait sur les réseaux qui continue à travailler pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas, sur l'alopécie et les volumateurs, je dois en avoir 200. Il y en avait peut-être 100 qui étaient déjà faites. Quand il y a eu la naissance de mon fils, peut-être que j'en faisais plus qu'une par mois. Mais en fait, elles s'accumulent après. C'est comme les épisodes de podcast. Pareil, le podcast, j'ai dû en faire les 6 premiers mois, une trentaine. Après, j'en ai fait 20 sur un an. Et en fait, on arrive, on se dit, ah, elle a 200 vidéos, elle a 50 épisodes de podcast. Mais moi, ça fait 3 mois que j'ai pas Ouais. enregistré un épisode, en fait. Donc, il y a ça. Donc, moi, j'essaie toujours d'avoir une présence sur les réseaux. J'essaie au moins de faire 2-3 réels par semaine. J'essaie vachement de mutualiser. Par exemple, enfin, c'est con, mais c'est des détails. Mais genre, là, je suis maquillée. Il va falloir que ça serve dans la journée à autre chose. Parce que moi, il y a plein de jours où je suis pas maquillée, je suis chez moi, truc et tout. Et du coup, pour faire un réel, tout ça, j'aime bien être un peu maquillée parce que la présence, elle est. Enfin, moi, j'ai déjà été critiquée sur les réseaux, par exemple. On disait, se laisse aller, tout ça, parce qu'elle n'est pas maquillée. Donc maintenant, bon, j'ai pris conscience. S'il y a un jour où je me fais un peu belle, bon, bah, l'après-midi, je me dis, vas-y, je vais essayer de présenter 2-3 modèles. Et j'essaie de mutualiser les choses. Après, il y a plein de jours enfin, où justement, je me suis tellement épuisée avant que bah, des fois, je fais plus grand-chose pendant 3 semaines, pour être complètement honnête. Donc, faut pas imaginer que je suis là dès le matin, 9 heures du mat, à fond. C'est pas la réalité. Et justement, je dois au contraire essayer de me pousser des fois pour trouver la motivation, parce que c'est hyper compliqué quand on est de chez soi, d'avoir un bon contexte de travail, surtout qu'en plus, quand on a un peu les enfants, moi j'ai eu les enfants pendant les 2 semaines de vacances scolaires, bah, limite, moi j'ai besoin d'une semaine pour m'en remettre derrière. Mm. Donc j'essaie de me dire que ma boîte, elle marche que grâce aux réseaux sociaux. Et par exemple, là, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Tous les jours, je m'en veux. Je me dis, ouais, fais ta vidéo, quoi. Donc j'essaye quand j'ai des périodes comme ça de relâchement, de compenser en ayant plus de productivité d'un seul coup plus tard. Mais par contre, pour tout ce qui est mail aux clientes, colis, trucs, ça n'arrête jamais. Donc, il y a toujours un minimum de travail qui est fait, c'est-à-dire le conseil aux clientes sur WhatsApp, sur trucs. Ça, les filles, j'essaie de ne pas les faire attendre plus de 24 heures, voire 72 heures. Dès que j'ai un message, là, ce matin, j'ai répondu au message. Ça, c'est presque du travail que je vois pas, en fait. Parce que je le fais comme ça, je vois des messages, je réponds. J'essaie toujours de répondre rapidement. Donc ça, c'est un travail qui est en non-stop. Mais pour tout ce qui est productivité sur les réseaux, bah, j'ai des phases où je vais produire beaucoup d'un coup et après je vais arrêter. Mais c'est pas la bonne méthode. En théorie, il vaudrait mieux être régulier, mais bon.
tu Par le fais rapport à... aussi comme t'es, quoi. Oui, bah oui. Par rapport à ça, est-ce que du coup, tu utilises un espèce de planning, un style d'agenda où tu prévois des trucs ou pas du tout Pas du tout. Alors, je sais qu'il faudrait, idéalement, j'aimerais travailler comme ça, avoir justement un planning. Par exemple, quand j'ai voulu me développer à l'international, je me suis vraiment dit, allez, tu fais une vidéo par semaine pendant 1 an et vraiment, tu n'y déroges pas. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, il n'y a que comme ça que tu y arriveras. Mais plein de fois, je vais faire la vidéo au feeling, j'ai pas prévu. D'un seul coup, je me sens prête, je vais en faire une parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est si je me force sur une vidéo, elle Hmm. n'est pas réussie. Mm. Donc, du coup, c'est pour ça que pendant 3 semaines, si j'ai pas envie de la faire, bah, je la fais pas. Et je préfère la faire quand vraiment j'ai envie de la faire que de me forcer. Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a quasi aucune vidéo où je me suis forcée. Mais ça veut dire que des fois, pendant 3 semaines, il n'y a pas de vidéo. Mais c'est pas du tout ce qu'on conseille aux gens. Ce qu'on Hmm. conseille aux gens, c'est un podcast par semaine, truc. Et c'est vrai qu'il y a que comme ça que ça monte bien et tout. Mais moi, je me dis, ce fonctionnement, j'y arrive pas. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que bah, quand je peux et que j'ai l'énergie, je fais. Moi, je considère que c'est une bibliothèque qui travaille pour moi derrière et qu'il vaut mieux faire une toutes les 3 semaines, puis rien, puis de nouveau trois et tout, que rien faire du tout parce qu'on n'arrive pas à avoir une régularité. Donc, je fais comme je sens. Et puis, les filles, quand elles arrivent sur la chaîne, bah, si elles ont envie de tout regarder d'un coup, elles peuvent. En fait, elles s'en fichent qu'il y a un moment pendant 3 semaines, j'ai rien posté. Ça c'est pas Hmm. leur problème. On ne perçoit même pas, en fait. Non, bah non, parce que personne regarde les dates de Ah, ça fait Oui, 3 ans. mais en On fait, voit si c'est une vidéo qui a 3 ans ou qui a un Oui, an, mais ouais, c'est vrai que la c'est ça. régularité, Après, c'est moi, je, plus une question d'algorithme. je vous dis ça par rapport à vous parce que je vois que vous faites votre podcast et tout, que vous le faites sérieusement, que vous avez 50 épisodes. Clairement, en avoir un. On n'est pas non Non, plus. mais en avoir un toutes les semaines régulier, c'est ça qui permet de monter. Ça, c'est une réalité. Il n'y a que comme ça que vraiment ça fonctionne et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais c'est vrai que tenir ça dans la durée, enfin, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais il faut aussi avoir le temps. Enfin, moi, j'ai 3 enfants, j'ai la boîte, enfin, j'ai tous les colis envoyés, les problèmes des fois de commandes à traiter. Donc, c'est sûr que si à un moment j'ai 2 heures, j'ai aussi envie de me reposer accessoirement. hmm. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est de batcher, comme on dit, c'est de, quand t'es motivé, t'as ta motivation, etc., de là faire plusieurs vidéos d'un coup ou plusieurs épisodes de podcast. Et après, du coup, comme ça, tu peux être tranquille pendant plusieurs semaines parce que tu sais que tu en as d'avance et tu peux après dispatcher. Ça, c'est un truc qui peut Si, être intéressant à faire. Ouais. si t'as, ouais, si t'as l'envie, quoi, aussi. Parce que ça, moi, Quand t'as l'envie, tu le fais, ouais, quoi. c'est ça. Parce que je suis convaincue, effectivement, que si t'as pas envie d'y aller, Ah bah non, quelque part, bah, ça doit être Ouais. ressenti. c'est pareil En pour nous. plus, Hein. moi, ce que je remarque, moi, c'est surtout pour les réels que je fais ça. Parce que un réel, ça prend pas tant de temps que ça, surtout moi, les réels que je fais et tout. Donc, si je peux, je vais en faire 3, 4 d'un coup, comme ça, je me dis, ça va servir et voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai fait une vidéo YouTube ou un épisode de podcast, vu que souvent j'y mets quand même pas mal d'enthousiasme et d'énergie et que mes vidéos elles durent une demi-heure Hmm. parce que je parle beaucoup, bah au bout d'une demi-heure je suis vidée, j'ai plus envie en fait. Donc là je me dis bon bah on verra la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'idéalement moi j'aimerais bien restructurer mon travail plus pour faire une vidéo par semaine ou un podcast par semaine et tout, mais en fait, on peut pas non plus être partout. Donc voilà, mais idéalement, c'est ce que j'aimerais faire. Mais c'est vrai que j'ai du mal à fonctionner. Moi, je fonctionne plutôt par salve, où d'un seul coup, pendant 6 mois, je vais en faire une toutes les semaines, et puis après, j'ai plus trop d'idées et je vais arrêter pendant quelques semaines. Et je repensais, là, on n'en a pas parlé aussi, tu as commencé à faire des vidéos en anglais, Ouais. Bah oui, s'il veut justement faire international. pour toucher un public non francophone. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça t'est venu en tête et dans la réalisation, Ouais, alors comment ça comment m'est ça venu s'est fait en pour toi? tête? J'ai toujours eu des commandes un petit peu à l'international, mais plutôt de filles qui parlaient français, en fait. Enfin, des francophones qui vivaient ailleurs. Et en fait, moi, j'ai une boutique qui peut largement envoyer à l'international sans aucun problème. Et je parle anglais un petit peu, parce que j'ai travaillé dans un environnement anglophone pendant 2 ans, donc il y avait que des gens qui parlaient anglais, ce qui fait que je peux m'exprimer en anglais. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi se limiter? Je voyais qu'il y avait des marques aux États-Unis ou en Australie bien plus chères que moi qui vendent à des Françaises, qui vendent à toute l'Europe. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas à moi, en fait? Après, c'est vrai que le passage à l'anglais sur ma chaîne, ça a été compliqué un peu psychologiquement pour moi parce que je me suis dit, comment vont le prendre toutes les femmes qui me suivaient francophones? Est-ce que je vais pas passer pour
la fille qui a l'ambition, les dents qui rayent le parquet. Enfin, vous voyez, un côté comme ça, genre merde, je vais passer aux vidéos en anglais, on va me le reprocher, ça y est, elle s'en fout des françaises. Et en même temps, bon, il y a 300 vidéos en français, je pense que j'ai un peu abordé l'ensemble de la thématique. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, alors, bah, vas-y quand même. Parce que oui, il y a des filles qui vont sûrement se dire, ouais, bah, quoi, pour qui elle se prend, quelle légitimité elle a à vouloir vendre aux États-Unis ou vendre ici ou là. Mais en fait, on s'en fiche. Et effectivement, je suis quelqu'un qui a de l'ambition. Et en fait, bah, si c'est mal pris que j'ai de l'ambition, bah, c'est dommage parce qu'on on a le droit d'être une femme ou un homme avec de l'ambition, d'avoir une entreprise et d'avoir envie de la porter. Et en plus, plus mon entreprise fonctionne, même à l'international, et mieux c'est pour la viabilité de mon entreprise en France. Donc, chaque fille qui commande à l'international soutient une entreprise française aussi. Et ça, les Mm. clientes, elles n'en ont pas forcément conscience quand elles me voient faire des vidéos en anglais et tout. Mais moi, ça reste une petite boîte qui peut s'arrêter demain, en fait. Surtout que maintenant, j'ai quitté mon travail et tout. Donc, j'ai besoin aussi, à partir du moment où j'ai pris la décision de, quelque part, de lâcher mon taf, de faire en sorte qu'il y ait un socle qui soit le plus fiable, stable possible. Parce que moi, maintenant, c'est ça qui me permet de vivre avec ma famille, en fait. C'est ma source de revenus. Donc, si je peux avoir quelques commandes à l'international de temps en temps, qu'il suffit de faire des vidéos en anglais pour le faire et que j'ai la capacité de le faire, il faut pas que je m'en passe. Après, j'ai des commentaires des fois qui me disent oui, mais pourquoi en anglais? Je dis bah parce qu'il y a la même vidéo en français, il faut la chercher. Ouais, je me demandais ça, si justement c'était un discours que tu t'étais fait dans ta tête et qu'il n'y avait pas eu finalement de matérialisation ou si vraiment des Non, pas personnes tant, t'avaient... pas tant que ça. J'ai parfois des gens qui me disent pourquoi la faire en anglais alors que tu es française, c'est nul. Et je leur dis, vous avez exactement la même vidéo en français dans la playlist. En plus, j'ai différentes playlists. Vous avez la même. Faut juste la chercher. Des fois même, je leur envoie le lien. Après, quand c'est des vidéos que j'ai jamais fait, je prends le temps de les faire en 2 fois. Mm. Enfin, souvent, je fais la même en français, en anglais. Donc, après, il y en a aussi qui me disent, oui, bah, tu l'as fait en français, pourquoi tu mets pas juste les sous-titres? Mais en fait, des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais mêlez-vous de votre entreprise. Mm. Parce que, en fait, les gens aux États-Unis, ils n'ont pas envie de regarder des vidéos en français avec des sous-titres. C'est ça la réalité. Donc moi, j'essaye, et je dis aux États-Unis, mais ça peut être dans toute l'Europe, de faire des vidéos en anglais pour développer ma marque à l'international. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de devenir un patron du CAC 40, mais si je peux faire quelques ventes de temps en temps qui stabilisent mon entreprise, et puis pourquoi s'en passer en fait? Moi, j'ai toujours eu de l'ambition dans ma carrière, que ce soit scientifique et tout. Là, j'ai de l'ambition pour cette entreprise, et si je peux le faire, je le fais. Et globalement, ça a été très bien pris. J'ose pas vraiment faire les stories en anglais et tout, parce que bah, c'est vrai que j'ai quand même 99% de francophones qui me suivent, donc je me dis ça serait un peu con de, comme on dit, de lâcher la proie pour l'ombre, c'est-à-dire de vouloir flatter une communauté que je n'ai pas et de perdre une communauté qui n'a pas envie d'écouter des stories en anglais, donc je me contente de sous-titrer. Mais c'est vrai que je me dis, après tout, c'est un site qui peut vendre dans le monde entier. Moi, je passe par DHL, j'ai un système de transport qui est assez onéreux, mais qui est ultra efficace. Il n'y a pas de raison de s'en priver, en fait. J'avais une question plutôt on est plutôt sur la fin de l'interview, c'est sur ta vision pour l'avenir. Et notamment, je pensais à un sujet, moi, c'est que pour l'instant, tu as majoritairement travaillé seule. Est-ce que tu as des envies de recrutement? Enfin, comment tu vois l'avenir de ta boîte et quels sont les projets au sein de cette boîte-là qui te tiendraient à cœur de développer? Et je pense notamment aux rencontres au présentiel parce que j'ai suivi un petit peu et je sais que tu vas en organiser une deuxième. Enfin, voilà. Si tu peux parler un petit peu de tout ça. Alors, j'aimerais bien me faire aider là pour justement en communication. Je suis en train d'essayer de recruter quelqu'un que j'ai peut-être trouvé d'ailleurs hier au final. J'espère. Mais c'est vraiment pas simple de recruter quelqu'un. J'ai eu un gros échec avec la personne précédente et ça a été beaucoup de déception, de stress et de. C'est pas facile en fait de recruter quelqu'un et surtout quand ça se passe pas bien après, quand il faut annoncer à la personne que ça va pas, c'est très 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 compliqué quand on n'a pas de service RH pour gérer ça. Donc moi ce que j'aimerais c'est avoir une personne et si un jour la boîte fonctionne très très bien, pourquoi pas deux pour m'aider, m'assister dans la communication, peut-être aussi un peu pour les colis parce que je fais vraiment tout toute seule et ça devient ingérable au bout d'un moment en fait.
Mais j'ai pas pour vocation de devenir une grosse boîte avec 10 employés où il faudrait que j'aille dans un local tous les matins parce que justement, moi j'apprécie aussi ma tranquillité de vie et c'est ça qui a du sens pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas lâché un travail où je faisais 39 heures en bureau Mm. pour me retrouver avec les mêmes contraintes et devenir l'esclave de mon entreprise. Même si bah, on est toujours un peu l'esclave de son entreprise, mais justement, j'ai pas envie de devoir m'imposer tous les jours, d'aller dans un local, etc. Donc, je veux continuer à avoir une certaine qualité de vie à ce niveau-là. Ça veut dire pouvoir aller chercher mes enfants quand j'ai envie, pouvoir les garder quand ils sont malades, pouvoir me reposer une après-midi si j'ai envie et pas m'imposer d'aller tous les jours quelque part. Donc, je pense pas. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui. Ça sera peut-être pas ma vision dans 5 ans. Par exemple, il y a un an, je pensais pas du tout que j'aurais une employée. Mm. Donc en fait, je vois un peu au fur et à mesure. Là, je vais prendre quelqu'un pour m'aider sur la communication parce que j'avoue qu'au bout de 3 ans, être toujours la personne qui porte les modèles, qui fait quelque part tête de perruque, ben, pour être honnête, au bout d'un moment, ça devient saoulant. C'est sympa comme ça 2 secondes, mais il faut imaginer que moi, je l'ai fait 600 000 fois. Mm. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est d'autres questionnements parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, ouais, on n'aime pas quand c'est pas toi sur la marque, on préfère quand c'est toi. Et en même temps, bah, une entreprise qui évolue, c'est aussi ça, c'est aussi, bah, à un moment, il faut lui souhaiter qu'elle puisse avoir de l'aide et que ce soit pas toujours elle qui soit au premier plan, en fait. Donc voilà, la vision long terme, j'avoue que j'ai pas, j'avance vraiment petit à petit avec mes envies du moment. Donc là, déjà, je prends quelqu'un pour m'aider, on va voir si ça se passe bien. Si ça se passe bien, on verra l'année prochaine si je peux toujours me le permettre financièrement. Si je peux me le permettre, je continuerai. Et puis voilà, mais j'ai pas de plus de vision long terme que ça, de juste faire en sorte que déjà ça fonctionne année après année en fait. Moi, j'avais une question pour toi. Il y avait les rencontres en présentiel Ah oui, aussi. exact. Ah Tu oui, les parlais par rencontres. rapport ouais, au lien finalement que tu as créé avec la communauté, mais virtuellement, et cette envie que j'ai sentie chez toi aussi parfois de vouloir voir les personnes en vrai, quoi. Et après, on Bah, les passera à ta rencontres en question. présentiel, c'est vraiment génial. C'est un moment que j'aime beaucoup parce que ça rend concret tout ce que je fais. D'un seul coup, c'est des vrais visages, c'est des vraies personnes. C'est pas juste des gens qui m'écrivent sur Insta que je vois, mais souvent je vois même pas le visage parce que c'est des gens qui ont des pseudos, qui ont Mm. des photos. On voit pas qui c'est. Quand je vois qui c'est, déjà c'est différent. Et c'est vrai que j'aimerais en faire un peu plus. Après, c'est vrai que pour être honnête, c'est compliqué. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui me demandent d'en faire à Paris. Et ça demande beaucoup d'organisation parce que ça nécessite que je m'absente 3 jours. Alors que j'ai des enfants, que j'ai mon mari qui travaille dans le commerce. Donc, bah, il travaille le week-end et tout. Donc, c'est vrai que en ce moment, c'est assez compliqué à organiser, mais je vais essayer d'en refaire de temps en temps parce que je sens qu'il y a vraiment un besoin de voir les produits, de les découvrir. C'est quelque chose que les clientes demandent et il faut être à l'écoute. Et même moi, la dernière fois, j'ai passé un super bon moment. Donc, Ouais, Vas-y, la du coup, question pardon. moi, que j'avais pour toi, c'était quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, donc une fille ou un homme, hein, qui a ce mal-être par rapport à ses cheveux, mais qui n'arrive pas à passer le cap, qui est un peu, tu vois, dans cette période où tu sais pas comment trop faire, est-ce que ça va m'aller, est-ce que ça va pas se voir, est-ce que toutes ces questions que les gens peuvent se poser, je suppose, au début de leur pensée par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais leur Oui, conseiller? parce ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que là, on a beaucoup parlé forcément de l'alopécie féminine, mais qu'il y a aussi plein de solutions pour les hommes qui ah oui, il existent. y a des solutions Mm. qui se collent aussi pour les hommes, qui sont top. Franchement, quand c'est bien positionné, on voit rien, hein. Ah, c'est bluffant. Après, je pense que je suis pas sûre que ce soit le même confort au quotidien parce que c'est collé, Hein. donc faut recoller régulièrement et tout. Donc ça se teste. Mais moi, ce que je conseillerais à la personne, c'est déjà de se familiariser avec la thématique. Donc suivre des comptes, que ce soit ma chaîne YouTube ou d'autres, mais ça aide psychologiquement à faire son chemin, en fait, parce que il y a psychologiquement un travail à faire pour être prêt à accepter ça. Et je pense que regarder des vidéos, ça peut prendre des fois. Moi, il y a des femmes, elles font le pas en une semaine, hein. Mais la plupart, ça prend quelques mois. Que ce soit femme ou homme, il faut se familiariser avec la thématique pour progressivement accepter l'idée et rendre le produit moins tabou. À force de voir des Mm. vidéos, par exemple, d'hommes qui se collent les produits et tout, il y en a même, ils font des vidéos super drôles, ou même des femmes et tout, on commence à se dire finalement, ça nous dégoûte moins qu'au début, parce qu'au début, quand on voit un volumateur, des fois, le premier réflexe, c'est se dire, ah Un ouais, mais non, scalp. Un pas pour scalp. moi. Hein, oui. Je Mm. veux pas faire partie de ces femmes-là. Moi, je me rappelle que je me disais ça, je veux faire partie de ces femmes-là, comme si j'étais Mm.
Donc, ça, première étape. Et après, une fois qu'on a un peu maturé le truc, bah, faut tester, en fait. Et surtout quand on teste, bah, par exemple, sur une marque comme la mienne, pas rester tout seul dans sa salle de bain, à se dire, ah, j'ai une tête trop chelou, c'est horrible, avec les proches qui disent non, c'est moche, c'est mal mis et tout. Non, faut se faire aider à réception, parce que moi, c'est une des faiblesses de mon offre, c'est que j'ai pas de boutique, parce que sinon, ça augmenterait le prix de tous les volumateurs, forcément, boutique, réceptionniste, tout ça. Mais en fait, même sans boutique, moi, je peux hyper aider la personne à distance. Si elle me dit, voilà, ça me fait une tête bizarre, je vais lui dire, mais le plus comme ci, comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Et franchement, au bout d'un quart d'heure, on arrive à avoir déjà un meilleur rendu. Donc, vraiment, la personne, il faut qu'elle teste, il faut qu'elle essaye. Ça coûte rien. Si ça va pas, elle renvoie. Moi, j'ai des femmes, elles essayent, elles me renvoient le produit alors qu'il est nickel pour elles. Et 6 mois après, 8 mois après, elles me disent, bon, bah, je t'ai recommandé le même parce qu'en fait, à l'instant T, j'étais pas prête. Et depuis, j'ai fait mon chemin et maintenant, je suis prête. Et je te prends le même produit. Bah, je me dis, ouais, elles n'étaient pas prêtes. Elles ont fait un premier essai. Après, faut pas se braquer parce que c'est sûr qu'on reçoit ce produit. Moi, ça se trouve, je me serais braquée aussi, en fait. Moi, je suis allée en boutique au début, mais il faut vraiment regarder les tutos, essayer de se dire, si ça fait bien sur elle, si ça fait bien sur toutes ses clientes, ça peut faire bien sur moi. Il n'y a pas de raison. Mais il faut juste laisser une chance au produit, faut en avoir envie, faut être prêt aussi. Il y a un travail à faire dans sa tête. Dans sa tête, il faut se dire, bah, ça sera pas mes cheveux. Ça sera pas exactement mes cheveux, en fait. Oui, ça va me faire un rendu différent, mais c'est comme une prothèse de dents. Hein. C'est pas nos dents. Il y a peut-être une légère différence, mais est-ce qu'on se sent plus joli avec ou sans? C'est ça la question, en fait. Ça me fait penser qu'on n'a pas cité le slogan de ta marque, je crois, hein, J'ai pensé qui est, bah vas-y, dis-le nous parce Aime que la marque. c'est Devenez parlant. celle que vous êtes. Redevenez celle que vous êtes, ouais. Mm. Et Et la marque, du coup, comme un diadème, je ne bah, sais pas comme si un on l'a délire. dit. Oh, si, si, On l'a dit, on ok. l'a dit. On l'a dit. Et d'ailleurs, ce que je précise, c'est qu'on mettra bien sûr en lien de la vidéo bah, tes réseaux. Donc, bah, on mettra Instagram, YouTube et ton site internet, je pense. Ah, Ça merci, va c'est comme ça. gentil. Je pense que j'oublie. Ouais, je peux mettre aussi le podcast, hein, ceci dit. Ouais, ouais. Je vais te mettre plein de liens. Mais Euh, merci, c'est gentil. Ouais, c'est normal. Euh, avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier message que tu souhaiterais faire passer? Quelque chose qu'on t'a pas demandé, ouais, quelque chose que tu voudrais dire? Moi, ce que je dirais, c'est que si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de changer de vie, parce que je crois que c'est le thème de votre Ouais. podcast, si on en a envie, je pense qu'il faut le faire parce que sinon, on peut avoir des regrets en fait. Moi, j'ai passé des années sur des postes scientifiques qui me plaisaient, mais où je me disais toujours, c'est trop dommage parce que à cause de ces postes-là, je peux pas aller vivre où je veux. J'étais obligée d'être un peu dans des grandes villes et tout, et je suis obligée d'être sur des postes où je dois être présente et tout. Et en fait, j'ai choisi une orientation quand j'avais 18 ans, mais en fait, on change dans la vie. Et les envies qu'on a à 18 ans, à 20 ans ou à 22, elles peuvent ne plus être les mêmes à 30 ou 35. Et en fait, faut s'écouter. Et il faut pas avoir peur des conséquences parce que moi, j'étais la première à stresser, à me dire si ma boîte est cool. Et je me dis tous les jours ça encore. Qu'est-ce qui se passe si ma boîte elle coule dans 3 ans? Mais en fait, il faut juste se dire que si la boîte elle coule, bah, on a suffisamment de moteur pour rebondir en fait. Et il faut pas écouter la peur que ça va engendrer parce que même si ça se passe mal, bah, on va pas mourir la bouche ouverte. On ira au pire chez McDo pendant 6 mois. Et voilà, enfin, c'est un exemple que je donne, mais il vaut mieux écouter ce qu'on a envie de faire et prendre le risque de le faire que de rester dans une carrière qui nous convient plus ou pas trop pour X ou Y raison, alors qu'on n'a qu'une vie en fait. Bon, super. Génial. J'adore, c'est en plein dans notre message, donc c'est top de Super. finir là-dessus. Bah alors vraiment, je veux encore te remercier vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'était génial comme d'habitude, tout à ton image. Merci, c'est Et gentil. c'est Merci de ouais, me l'avoir proposé. ça m'a fait super plaisir. Bah ouais, moi aussi, hein. C'était top, hein. Mm. Super. Ouais, de Sébastien, toi, tu t'es senti bien Bah ouais, sur ces super, non, c'est hyper intéressant et tout. Et C'était inspirant en intéressant, je même temps, trouve, le parcours d'avoir. est hyper inspirant et Ouais, tout. Donc, je pense que ça va plaire à la communauté qu'on a et tout. oh, Donc, bah, top. c'est sûr, c'est évident. Bah, j'espère, et je vous félicite pour votre productivité sur le podcast, Merci. parce que justement, je vois quel travail c'est, et je sais que bah, c'est aussi courageux de se lancer dans une entreprise comme ça. En plus, vous êtes en couple à deux comme ça, Mm. donc vous prenez Ouais, le risque familial ensemble.
On C'est une a force des aussi, c'est une défis. Oui, force. c'est des défis, mais c'est une grande force aussi d'être Ouais, dessus. c'est courageux et je vois que vous travaillez à fond pour y arriver. Vous avez un beau fil Instagram, une belle cohérence de marque. Enfin, je vois que vous êtes à fond et je vous félicite. Ben, Merci. merci, c'est Ça gentil. fait plaisir. En tout cas, je vais m'adresser à notre communauté des audacieux pour terminer en disant que j'espère que l'interview vous a plu. Merci d'être resté jusque-là pour ceux qui nous écouteront. Nous, pour la parole aux audacieux, on va marquer une petite pause parce que là, aujourd'hui, on fête le 10e épisode avec Laure et c'était important pour moi d'ailleurs que ce soit elle pour fêter cette fin de saison, j'ai envie de dire, de la parole aux audacieux parce qu'on se lance dans un gros projet là en ce moment pour la fin d'année qui est notre premier sommet virtuel, qui va s'appeler le Sommet des Audacieux, et on va faire intervenir tout un tas d'intervenants experts de leur thématique sur des sujets propres au changement de vie et au fait d'oser se créer la vie qui nous épanouit. Donc, on fait une petite parenthèse, on reviendra sur ce concept-là en début d'année prochaine avec des nouveaux invités. Et merci pour votre soutien, merci d'être là et on continue. Et comme disait Laure, on avance ensemble. C'est bon, c'est Voilà, c'est parfait. bon, j'ai tout dit. Merci là. Et puis à Merci très encore. bientôt. On te réinvitera peut-être un jour pour évoquer la suite de ton aventure si ça D'accord, te bah dit. super, merci beaucoup. Merci encore. Merci. Allez, Ciao, ciao. ciao. Salut.